Bonjour Gérard Araud. Bonjour. Merci d'être mon invité ce matin. Ancien ambassadeur de France aux États-Unis et ancien ambassadeur de France en Israël, ancien représentant de la France également à l'ONU. Votre dernier livre, Israël, le piège de l'histoire, est paru l'an dernier aux éditions Talendier. Et on a beaucoup de sujets à voir avec vous ce matin, Gérard Araud, à commencer évidemment par ce qui s'est joué hier à la Maison-Blanche. Plusieurs rencontres entre Emmanuel Macron et Donald Trump, au terme desquelles s'est tenue cette conférence de presse très dense que vous allez nous aider à décrypter. Mais d'abord, ce qu'il faut retenir ce matin à l'échelle de l'histoire, c'est que depuis 3 ans, on n'a jamais peut-être été si proche de la fin de la guerre. Vous savez, 3 ans, c'est 1917, pour 3 ans de la Première Guerre mondiale, une guerre épuisante. Les Ukrainiens se défendent courageusement, mais leur pays est ravagé. Et il y a aujourd'hui une évidence, hélas, mais les Ukrainiens ne récupéreront pas les territoires qu'ils ont perdus. Et donc, le moment est sans doute venu de dire... arrêtons les combats. Et la proposition de Donald Trump, en elle-même, n'est pas une proposition absurde, une sorte d'armistice sur les lignes de front et des garanties de sécurité données à ce qui restera de l'Ukraine pour que l'Ukraine reste un pays indépendant. Vous évoquez la guerre de 14, 18, 17 il y a quelques instants, et ça, évidemment, ça m'amène à ces mots d'Emmanuel Macron hier qui dit nous avons déjà connu des accords de paix qui n'étaient finalement que des cessez-le-feu. Alors lui faisait référence aux accords de Minsk, mais à l'issue des échanges d'hier, pour bien comprendre, et vous êtes un diplomate aguerri, on parle de faire taire les armes momentanément, on parle bien de paix, d'une paix durable. Tout le monde parle de paix durable, mais je dois reconnaître que personnellement, en tant que diplomate, je ne vois pas comment on pourrait avoir un traité de paix, parce que les Russes ont annexé 4 provinces de l'Ukraine, et ils n'en occupent que 2, et ils n'accepteront pas de traité de paix sans avoir les 2 qui n'ont pas occupé. Évidemment, les Ukrainiens ne vont pas les céder. Donc je pense qu'il est normal que l'on parle, tout le monde dit la paix, mais je pense que le vrai objectif, ce sera sans doute un armistice, comme on le connaît en Corée. Et l'armistice en Corée, il tient depuis 1953. Vous êtes mesuré ce matin, Gérard Araud. Le président l'était aussi hier. Enfin, on sentait dans ses propos qu'il était moins enthousiaste, ou en tout cas qu'il attendait plus de garanties, notamment de garanties de sécurité pour l'Ukraine, pour s'assurer précisément de cette paix pérenne. Pourquoi autant de prudence? Est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas exactement ce que Donald Trump a en tête, le détail de ce deal, de cet accord qu'il s'apprête à signer, dit-il, dans les semaines prochaines avec l'Ukraine, ou est-ce que c'est parce qu'on sait ce qu'il y a dedans et que les garanties n'y sont pas, les garanties de sécurité, pour s'éviter à l'avenir de nouvelles incursions russes sur le territoire européen? Je pense que d'abord, comme tous les Européens, le président de la République et les Ukrainiens, le président de la République est quand même inquiet par les signaux qui sont envoyés par les États-Unis. Hier, ce qui est quand même sans précédent dans l'histoire, à l'Assemblée générale des Nations Unies, les États-Unis, mais vous vous rendez compte, ont voté avec la Russie, la Corée du Nord, l'Érythrée, le Nicaragua, contre tous leurs alliés occidentaux, et ont refusé de qualifier la Russie d'agresseur de l'Ukraine. Et l'on a tous ces messages qui semblent prouver en réalité une sorte d'amitié, de rapprochement personnel entre Donald Trump et Poutine. Et donc l'inquiétude de tous les Européens, c'est que Trump ne livre l'Ukraine pieds et mains liés à la Russie. Et donc, d'une certaine manière, vous savez, le voyage d'Emmanuel Macron à Washington était un peu un voyage de la dernière chance. C'est pour les Européens sont très inquiets, et il est allé là-bas un petit peu pour éviter le pire. Il a réussi à l'éviter, le pire? Il était le seul à pouvoir le faire d'abord parce que les Allemands sont en élection, les Britanniques ont quitté l'Union européenne, et lui a conservé de bonnes relations avec Donald Trump. J'étais ambassadeur au cours du premier mandat de Donald Trump et je peux en témoigner. Il a su, et ce qui est pas facile, avec ce personnage un peu versatile et colérique, il a su maintenir une bonne relation de travail. Donc il est allé, c'était vraiment mission impossible, c'était un peu mission impossible, et il a essayé de faire de son mieux. Est-ce qu'il a réussi? Que c'est votre question, je crois que nous le verrons dans les jours qui viennent. Est-ce que le message... On s'est parlé, mais est-ce que vous êtes sûr, vous venez de rappeler qu'effectivement, Gérard Araud, vous l'avez côtoyé de près, Donald Trump, est-ce que vous pensez qu'il a compris ce que veulent les Européens?
Oui, le problème, c'est que Donald Trump peut-être compris ce que veulent les Européens, mais d'une certaine manière, les Européens lui sont profondément indifférents, comme d'ailleurs que le reste du monde. Pour lui, il n'y a qu'une chose, c'est qu'il veut pouvoir aller sur Fox News pour dire « j'ai rétabli la paix ». Mais d'une certaine manière, le rétablir à n'importe quel prix. Vous savez, il y a deux exemples de négociations de Donald Trump au cours de son premier mandat. Il y a la négociation qu'il avait menée avec la Corée du Nord. Eh bien, au bout d'un certain temps, les Nord-Coréens étant difficiles, il s'est découragé, il est rentré chez lui. Il a laissé tomber. Et puis, à la seconde, c'est les négociations avec les talibans, où il a tout lâché. Je connaissais le négociateur américain qui me disait qu'il appelait la Maison-Blanche en disant « mais c'est pas possible, c'est pas possible ». Et on lui disait « le président veut un accord, le président veut un accord ». Il l'a redit hier, il a dit « c'est ce que je fais des deals, je fais des accords ». Voilà, et donc nous sommes menacés de deux scénarios un peu catastrophes, où il laisse tout, il lâche tout à Poutine, ou au contraire, il se dit « oh ben puisque les Ukrainiens résistent, eh bien moi je rentre chez moi en disant que c'est la faute des Européens et nous nous retrouverions seuls face à Poutine. » Donc ce que vous nous dites ce matin, Gérard Araud, c'est que hier nous était présentée la possibilité d'un accord dans les toutes prochaines semaines. Rien n'est fait. Rien n'est fait, mais il peut y avoir un accord dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Tout dépendra de Poutine. Au fond, la question, et c'est ça qui est terrible, c'est maintenant lui qui a repris la main. C'est lui qui a repris la main. Poutine peut se dire, soit comme au poker, je prends mes gains. Et donc, je profite du fait que Trump, et puis j'obtiens à peu près ce que je veux. Et ce qu'il veut, c'est évidemment une neutralisation de l'Ukraine pour en faire une Biélorussie. Soit il se dit, bah, puisque Trump lâchera l'Ukraine, je continue la guerre et comme ça, j'obtiendrai tout ce que je veux. Gérard Araud, ce qui est incroyable et qui nous surprend, vu de ce côté-ci de l'Atlantique, mais qui ne vous surprend peut-être pas vous, qui effectivement connaissez bien Donald Trump, c'est à quel point l'argent est au cœur du discours américain, le nerf de la guerre au sens premier du terme. Ce que dit Donald Trump hier, c'est on a beaucoup donné et on n'a rien reçu en retour. Est-ce que ce n'est que déclamatoire ou est-ce que c'est une donnée qu'il faut avoir en tête? Est-ce que c'est une donnée structurante de la prise de décision de Donald Trump? Ah oui, Donald Trump est un homme d'affaires et donc ce n'est pas que du discours. C'est un véritable, non, c'est pas du tout du discours, c'est un véritable racket. Il faut se mettre à la place des Ukrainiens. Les Ukrainiens qui se battent depuis 3 ans et là d'un seul coup, un de leurs soutiens, mais leur soutien principal leur met le couteau sous la gorge. Vous dites ça parce que Donald Trump dit il faudra nous payer en retour à travers les terres rares dont dispose l'Ukraine, un certain nombre de minerais qui sont utiles, notamment pour la tech. Et non seulement il dit ça, mais en plus il dit ça en donnant un chiffre 500 milliards, c'est quand même 3 fois l'aide effective qui a été versée par les États-Unis. Et donc vous avez des Ukrainiens pris à la gorge, et donc Zelensky essaye de tirer quelque chose de positif de ça en disant d'accord, d'abord pas pour 500 milliards évidemment, je vais pas, dit-il très justement, endetter les Ukrainiens pour 10 générations, mais nous voudrions avoir en échange une garantie de sécurité de la part des États-Unis. Ouais. Et je ne suis pas sûr qu'ils l'obtiennent. Vous évoquez l'intégrité territoriale, Gérard Araud, vous dites il faut se résoudre à ce que l'Ukraine ne récupère ni la Crimée, ni peut-être le Donbass, et vous évoquez les 2 autres provinces qui n'étaient pas administrées, occupées par les Russes. Pourquoi est-ce que ce point-là, précisément, est si peu important aussi pour les Américains? Il l'est pour les Européens. Emmanuel Macron, on l'a entendu plusieurs fois hier, parler de la souveraineté ukrainienne, de l'intégrité ukrainienne. Effectivement, vous rappeliez ce vote à l'ONU où les États-Unis mettent complètement de côté cette donnée-là. Pourquoi c'est si peu important? Vous savez, je dirais d'abord c'est l'Ukraine qui est peu important en soi. C'est-à-dire que vous avez ce conflit et Trump finalement veut mettre un terme à tous les conflits où les États-Unis sont engagés. Mais il veut mettre un terme à tous les conflits. L'Ukraine en soi lui est indifférent. Il veut simplement que les États-Unis s'en tirent plutôt bien. Donc s'en tirent plutôt bien financièrement avec, je dirais, ce racket organisé aux dépens de l'Ukraine, puis lâcher des provinces ukrainiennes, il n'en a vraiment rien à faire. Et donc pour nous d'ailleurs, parce que les Européens, on les a entendus à plusieurs reprises dire que cela faisait partie des critères de discussion de la paix, que Kiev décidera de ce qui est acceptable. Enfin, on a entendu Emmanuel Macron, on a entendu les Allemands à plusieurs reprises dire que c'était une donnée importante.
Ils étaient obligés pour des questions de principe. Ils vont pas céder des territoires qui ne leur appartiennent pas, l'intégrité territoriale, le droit international. Mais l'Europe peut se dédire sur ce point. Mais mais c'est fait. Le président de la République, je pense, dans vous savez, de l'émission TikTok là qu'il a organisée, dit à un moment, dit bien que l'Ukraine ne récupérera pas tous ces territoires. Non, là c'est du réalisme. Vous avez une Ukraine que la disproportion des moyens militaires entre l'Ukraine et la Russie est telle que dès 2023, le chef d'état-major de l'armée américaine, sous Biden, disait l'Ukraine ne récupérera pas les territoires perdus. Vous parlez parfaitement la langue de la diplomatie, cher Haro, et je voulais savoir également parmi les inconnus de ce qui peut se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Il y a des questions en suspens. Vladimir Poutine est poursuivi sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Il y a des sanctions européennes et américaines avec des avoirs russes qui sont gelés. Il y a le coût de la reconstruction à venir en Ukraine. Comment ça se passe, la paix? On efface tout, c'est-à-dire la Cour pénale internationale, on met de côté les avoirs, ils retournent aux oligarques, la reconstruction. On essaye de voir ce qui est possible de faire sans que ça coûte trop cher. La Cour pénale internationale, ça nous échappe. C'est à la Cour. La Cour est un tribunal indépendant et donc ce sera la Cour qui décidera. Le Conseil de sécurité peut simplement suspendre pendant 1 an un acte d'accusation de la Cour pénale internationale, si je ne me trompe pas. En ce qui concerne les sanctions contre la Russie, sanctions américaines et sanctions de l'Union européenne, elles seront à l'évidence une partie du deal. Tu me donnes ça, je te donne ça, c'est ça une négociation. Et donc, évidemment, les Russes vont demander la levée aux Russes. Il n'y aura plus de sanctions et je lève les sanctions et je dégèle les avoirs. Et le problème auquel nous nous heurtons, c'est qu'on a un peu l'impression que, comme je le disais, comme avec les talibans, il donne tout. Il a déjà donné l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Il peut, en effet, du jour au lendemain, donner également les sanctions. Et du côté européen, les sanctions, on les renouvelle à l'unanimité tous les 6 mois ou tous les 1 an. Mais et donc, si les Américains lèvent les sanctions, est-ce que les Européens, il y aura l'unanimité pour maintenir les sanctions avec des pays comme la Slovaquie, la Hongrie et maintenant, alors l'Italie reste très anti-russe, donc là il n'y a pas de problème. Mais à l'évidence, il y aura de plus en plus de pays européens qui vont dire, et notamment peut-être l'Allemagne, qui vont dire, arrêtons. Ça nous coûte assez cher. Les Américains ont lâchons nous aussi. Ces pays-là, pour autant, ils pourraient se retrouver dans cette force commune qui serait déployée en Ukraine pour garantir les conditions de la paix. Emmanuel Macron en a parlé à plusieurs reprises. Les garanties de sécurité, c'est de cela dont on parle. C'est une force pacifique déployée sur le sol ukrainien. Alors, c'est l'essentiel de la négociation. Comme le territorial, comme je le disais, plus ou moins lâché, il reste que si les Russes vont dire le reste de l'Ukraine doit être neutre, c'est-à-dire ce serait un moyen pour la Russie évidemment d'imposer, de mettre l'Ukraine dans sa sphère d'influence, de le transformer en une sorte de Bélarus bis, et donc à garantie de sécurité, et l'idée serait d'une force européenne, qui d'ailleurs organisée autour de la France et du Royaume-Uni, qui s'installerait en Ukraine, pas sur les lignes de front, mais derrière les lignes de front, prête à intervenir si le conflit reprenait, aux côtés des Ukrainiens. Mais ça, encore faut-il que les Russes l'acceptent. Dans l'accord qui va être signé, et les Russes ont déjà dit... D'après Donald Trump, Vladimir Poutine lui aurait assuré qu'il ne voyait aucune difficulté à cela. En tout cas, non, que Poutine a dit qu'il n'avait aucune objection à ce que les Européens participent à la négociation. Mais Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a dit très clairement, nous n'accepterons pas la présence de troupes européennes en Ukraine. Donc à ce stade... Et alors, à ce stade, il y a une autre hypothèse qui était de faire une force européenne qui serait aux frontières de l'Ukraine, qui serait en Pologne et en Roumanie, une force prête à intervenir. Et ça, éventuellement, ce serait un scénario plus acceptable pour les Russes la Russie, qui de fait ça ne regarderait plus rien la lui Russie. dire. Les élections allemandes là-dedans, le nouveau chancelier Friedrich Merz, est-ce que sa nomination là-dessus, et enfin dans ce contexte, est un atout pour l'Europe? Est-ce qu'il est davantage aligné avec Emmanuel Macron sur ce qu'il faut faire sur le dossier ukrainien, là où on avait pu voir
par le passé des divisions au sein du couple franco-allemand? Alors d'abord, si on s'en tient aux déclarations, les déclarations du nouveau chancelier, du futur chancelier allemand Friedrich Merz sont absolument révolutionnaires. L'Allemagne était le pays le plus atlantiste, le plus lié aux États-Unis. C'est parmi tous nos partenaires. Vous savez, pendant 30 ans, quand j'étais au Quai d'Orsay, je me battais pour la défense européenne. J'avais en face de moi l'Allemagne qui n'en voulait pas, parce que pour elle, la défense européenne, c'est l'OTAN. Eh bien là, avec Merz, on est dans une toute autre logique. Il affirme qu'il faut une organisation de défense européenne. Il dit qu'on ne peut plus faire confiance aux États-Unis. Donc, maintenant, il faudra voir. Il va falloir qu'il négocie un accord de coalition avec d'autres partis allemands, et notamment le SPD, peut-être les Verts, et on verra ce qu'il en sortira. Mais c'est vraiment... ne mégotons pas notre plaisir. Nous avons attendu ça des Allemands pendant 30 ans. Ça a l'air d'arriver. Youpi. Ouais. Donc si j'apportais une note d'optimisme, je me dirais l'Europe est fragilisée, mais elle a quelques atouts pour aborder les semaines à venir. Mais naturellement, nous avons un PIB qui doit être 10 fois le PIB de la Russie. Nous sommes 450 millions. Nous avons de nombreux atouts, mais encore faut-il avoir confiance en nous-mêmes. D'un mot, Gérard Araud, pour clôturer ce chapitre important de cette possible paix, armistice entre l'Ukraine et la Russie. Hier, il n'a pas été question de l'OTAN, de l'organisation transatlantique, ce parapluie de protection des Américains sur l'Europe. Il fut un temps évoqué l'idée que l'Ukraine puisse rejoindre l'OTAN. Vladimir Zelensky a même déclaré ces derniers jours: je suis prêt à démissionner si cela permettait à l'Ukraine d'intégrer l'OTAN. Ça, Gérard Araud, on est d'accord, c'est une idée qui est complètement enterrée aujourd'hui, qui n'existe plus. Non, elle n'a, à vrai dire, jamais vraiment existé. Nul n'a jamais pensé que l'Ukraine rejoindrait l'OTAN, à part George W. Bush il y a 15 ans. Et donc, autant envahir l'Ukraine à cause de ça était un prétexte russe, mais aujourd'hui, il est évident, l'Ukraine ne rejoindra pas l'OTAN, au moins dans les 20 ans qui viennent. Gérard Araud, je rappelle que vous étiez l'ambassadeur à Washington sur les 2 premières années et demie, notamment sur les 2 premières années et demie de Donald Trump à la Maison-Blanche jusqu'en juillet 2019. Qu'est-ce qui vous étonne le plus dans le début de ce second mandat? Nous, on a l'impression que c'est un président américain plus débridé que lors de sa première élection. Lorsqu'il a été élu en 2017, d'abord il a été surpris lui-même de sa propre élection, puis il ne connaissait rien, il ne savait rien, il n'avait jamais fait de politique, il n'avait personne autour de lui, et donc il est arrivé un peu en hésitant. Il s'est entouré finalement de politiciens conservateurs traditionnels. Vous voyez, il a pris le PDG d'Exxon comme secrétaire d'État, il a pris des généraux un peu partout, et puis là c'est fini, parce que là il pense qu'il connaît bien ce que ça veut dire gouverner. Il s'est entouré de gens aussi extrémistes que lui. Il a visiblement préparé un programme et il met son programme à exécution. Et je dirais en plus dans une réalité, une logique de radicalisation, radicalisation personnelle et aussi radicalisation du Parti républicain qui est définitivement trumpifié. Avec des déclarations très 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 étonnantes, et c'est un euphémisme côté européen lorsque l'on entend dire par exemple Donald Trump il compte transformer Gaza en station balnéaire. On se demande parce que par parallélisme des formes, tout le monde s'était moqué de Donald Trump qui disait je vais arrêter la guerre en Ukraine en arrivant en 48 heures. Quand il dévoile ses plans pour Gaza, on peut le prendre au sérieux ou c'est très compliqué parce que je ne connais pas une déclaration de Trump qui n'ait pas été démentie, corrigée ou oubliée le lendemain. C'est-à-dire, il y a d'un côté cette manière qu'a Trump d'occuper le terrain. C'est lui qui dicte l'agenda des médias. Et donc tout le monde réagit à ces déclarations. Et puis ensuite, il y a les actions. Et l'action de Trump, et ses actions sont souvent assez différentes, parce qu'au fond, c'est aussi un pragmatique. Vous voyez, c'est un homme d'affaires, un pragmatique, et il sait faire marche arrière quand il faut le faire. Et donc, pour vous, les journalistes, c'est quand même différent. Évidemment qu'on réagit aux déclarations, surtout spectaculaires, du président des États-Unis. On se demande à quoi il faut s'attendre pendant les 4 ans à venir. Voilà, mais pas tant 4 ans. Tous les jours, vous allez avoir du Trump au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner.
hélas. Mais il faut peut-être aussi prendre du recul et de regarder effectivement ce qu'il fait. Alors là, il est là que depuis 1 mois et 5 jours, donc c'est un peu tôt pour prendre du recul. Et je retiens ce matin, Gérard Araud, votre tempérance face à ce qui a pu être annoncé hier. Prudence, il faudra voir ce que contient l'accord proposé par Donald Trump. Est-ce qu'il ne cède pas tout à Vladimir Poutine? J'entends le langage de la diplomatie, et je rappelle que vous avez été ambassadeur de France aux États-Unis, en Israël, et ancien représentant également de la France à l'ONU, aux Nations Unies. Merci beaucoup à vous d'être venu ce matin sur ce plateau, Gérard Araud. Il est bientôt 8h52, il est 8h52 sur BFM TV et RMC.